Booba versus Rof, Rof versus Booba, ou le naufrage de deux génies de la poésie, ou, par extension, l'autodestruction des hommes afro de France. Vous êtes certainement au courant, depuis quelques jours, le clash que l'on croyait mort, enterré, en opposant Booba et Rof, est reparti de plus belle. Est reparti de plus belle, au grand drame de tous les puristes du rap. Quand je dis tous les puristes, celles et ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 80-90. Et à la grande joie des nouvelles générations qui aiment voir du sang et qui veulent voir voilà, deux gens s'entretuer. Bon. Alors qu'il s'agit de deux papis, carrément. Des quadras. Des quadras. C'est un drame pour nous autres, hein, puristes, dans la mesure où il faut bien comprendre qui est Rof, qui est Booba à l'échelle du rap. Booba et Rof sont au rap ce que Messi et Ronaldo sont au football. Réellement, ni plus ni moins. Ce sont deux génies absolus de cet exercice. Sur le plan de la punchline, c'est le critère d'évaluation par excellence, en tout cas c'est le mien. Sur le terrain de la punchline, ils nous ont servi un flot ininterrompu de punchline, une quantité incroyable. Et le mot punchline, sur le terrain philosophique, ça s'appelle des aphorismes. Un aphorisme du grec aphorismos, délimitation, est une petite phrase en général, une réflexion qui résume soit une idée, soit une vérité ou un principe de manière poétique, philosophique, spirituelle, métaphorique, paradoxale et ou humoristique. Booba, un compositeur prolifique. En 26 ans de carrière, il a écrit plus de 170 chansons qu'il a lui-même interprétées, presque 2 fois plus qu'un artiste comme Jean-Jacques Goldman. Des textes qui séduisent bien au-delà des amateurs de rap. Et même aujourd'hui, son œuvre est étudiée par des linguistes qui décortiquent ses punchlines. La punchline, c'est en fait un avatar contemporain du mot d'esprit, de la réplique, du bon mot. L'idée, c'est à la fois de terrasser l'adversaire et de mettre les rayeurs de son côté. Et Booba, il est bon dans la punchline, et en particulier parce que il en est un peu l'inventeur. Le rap de Booba ne s'adresse pas spécifiquement aux banlieusards. Mais quand bien même il s'adresserait à ses potes qui ont grandi au Pont de Sèvres avec lui, ça n'empêche pas qu'il ait une portée universelle. Donc c'est quelque chose de très noble. Il y a même une émission qui a repris ce terme-là. C'est pour vous dire à quel point ce n'est pas donné à tout le monde. Dans l'histoire de la poésie, le poète, faut-il le rappeler, hein, c'est l'envoyé de Dieu, tellement il accède par son sens de la métaphore au dialogue divin, une sorte de vérité mystique. Eh bien, sur ce terrain-là, dans cet exercice, le moins que l'on puisse dire, c'est que Rof et Booba dominent la concurrence de très loin en termes de volume. Alors, même si ça a été de manière irrégulière, toujours est-il qu'en termes de volume, c'est juste incroyable. Je pourrais passer, d'ailleurs, j'ai prévu peut-être d'écrire un livre là-dessus pour rendre hommage à leur génie poétique. Et l'un comme l'autre peuvent s'asseoir à la table de Rimbaud, de Baudelaire, de René Char. Et je pèse mes mots. Thomas Ravier, de la Nouvelle Revue Française, peut le confirmer, lui qui a consacré 2 articles en l'espace de 10 ans à l'œuvre de Booba. D'autres ouvrages de philosophie aussi ont été rédigés autour de l'œuvre de Booba, et l'œuvre de Rof mériterait au moins autant d'attention. Quand on écoute le code de l'honneur, quand on écoute jusqu'à valeur inversée, qu'on soit d'accord ou pas avec les idées complotistes, avec cette vision du monde communiste, anti-élitiste, peu importe, je parle juste de la puissance poétique et des punchlines qui sont, on ne peut qu'applaudir. Tout comme lorsqu'on écoute Booba de temps mort jusqu'à 5G, la punchline de 5G, la première des migrants des Amazones et pas de Jésus. Oh, celle-là, elle est juste stratosphérique, ou même variant. On ne peut qu'adouber, on ne peut que reconnaître le génie. Alors, je ne dis pas que ce sont les seuls génies du rap. Hein. Attention, Lino, il n'a pas non plus, il n'est pas en reste. Medine, Niro, Dossé, RDK, c'est du lourd, comme on dit, c'est gros calibre. Niska et Niro, bon, Nino, pardon, ils s'en sortent, mais c'est pas non plus en termes de punchline, hein, j'ai bien dit encore de punchline, c'est pas la même école non plus, ils jouent pas dans la même cour. Donc, face à cette réalité-là, deux génies de la poésie, Cristiano et Ronaldo du rap, comment se fait-il que se livre un tel spectacle? A-t-on vu les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s'entretuer, s'invectiver à distance, voire même vouloir en venir aux mains lors de leurs oppositions? Bien sûr que non. Pourquoi, dans ce cas, deux génies veulent en venir aux mains s'agissant du rap? Comme ça a été le cas aux États-Unis avec Tupac
et Biggie. Pourquoi ça semble être le propre des génies afro qui ont grandi dans les ghettos de vouloir s'entretuer plutôt que de se serrer les coudes en se disant « Attends, tu as ton génie, j'ai mon génie, ben, nos deux génies peuvent donner encore quelque chose d'encore plus génial. » Pourquoi ce n'est pas le cas? Eh bien, je vais vous donner la réponse. En plusieurs points. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule réponse. Une réponse compartimentée. Premier point. Ils ont grandi dans une mentalité, à savoir la mentalité ghetto. La mentalité ghetto, c'est la mentalité hyper individualiste par excellence, qui se caractérise par la loi du plus fort, par le fait d'exister par la violence. Non pas par le consensus ou l'acceptation de l'autre, par la violence. Je fais peur, donc je suis. J'écrase, donc je suis. Voilà l'hypervirilité. Et la conséquence directe de cette mentalité, c'est qu'au fil des années, ben on veut se battre avec tout le monde pour se sentir exister, y compris avec ses amis. Voilà pourquoi, dans le ghetto, ceux qui y sont restés, une fois à 30 ans, à 35 ans, soit vous les retrouvez à l'hôpital psychiatrique, parce que cette mentalité-là d'exister avec les doigts dans la prise conduit à un moment ou à un autre au pétage de câble, soit au cimetière, parce qu'à force de faire la hagra, à force de jouer au dur, et c'est pas Las Montana qui me dira le contraire, eh bien il y a quelqu'un qui va venir, il va se dire « Ok, moi j'ai pas tes muscles, ok, j'ai pas tes biscottos et tes coups de tête, mais moi j'ai un calibre. » Voilà ce qui arrive. Donc cette mentalité ghetto caractérise Rof et Booba qui veulent jouer au dur et à 40 ans se retrouver sur un ring à 40 ans, à l'âge où la majorité des boxeurs justement rangent les gants. Et deuxième explication, c'est que l'un comme l'autre, alors que ce sont des requins sur le terrain de la poésie, eh bien apparaissent en interview comme des poissons pourris, du fait d'un langage pauvre. Ce sont des aigles qui, devant des journalistes, sont comme des vers de terre, du fait d'un langage pauvre. En clair, ils sont prisonniers donc du syndrome de Peter Pan, mais surtout, ils sont prisonniers du pathos. Ils n'ont pas accès au logos. Ils n'ont pas accès au stade de la cohérence, de la logique, de l'argumentation précise. Et pour cause, ils ont grandi avec un vocabulaire pauvre. Quand on fait de la poésie, on n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire, notamment au niveau de la syntaxe, étant donné qu'on effectue des vers, on ne fait pas de textes longs, on ne fait pas des mémoires, on ne pond pas des livres, des textes courts, d'une page au grand maximum. Donc si bien que ce n'est pas très grave. Maintenant qu'on sort de cet univers poétique pour rentrer dans le monde, notamment des adultes, là, c'est le logos qui est convoqué. Quand vous devez rédiger des courriers administratifs, quand vous devez rédiger des mails professionnels, quand vous devez expliquer votre propos lors d'une réunion, il faut que ce soit cohérent, logique. Et quand vous avez que 300 mots, c'est impossible. Vous êtes démunis, vous êtes nus, vous êtes pauvres, vous êtes un ver de terre rationnel. Donc avec 300 mots, on est l'instrument, on est la marionnette de l'incohérence. Écoutez le propos qu'a tenu Rof juste avant d'aller jouer au golf, dit-il. C'était un spectacle, c'était le festival de l'incohérence. Il reproche à Booba de s'être livré à une bagarre de cours d'école à l'aéroport, comme si lui ne s'était pas rendu au magasin, justement, Uncut, pour tabasser un jeune de 19 ans. Il reproche à Booba d'être le soldat à la vitrine du capitalisme, comme si lui n'effectuait pas de clip au volant d'une Lamborghini, d'une grosse cylindrée. Il reproche à Booba même à l'élite, de se livrer à une forme de satanisme, comme si lui n'était pas, en effectuant de la musique, justement un suppôt du diable, sachant que l'islam interdit la musique. Et l'incohérence, Booba aussi n'est pas en reste, hein. Il brille aussi par son incohérence en interview. Il suffit de l'entendre. Hein. En quoi ta couleur de peau a pu être un frein dans ta carrière, En plein de choses. C'est un frein à l'éducation. Dans ta carrière. Un frein à rentrer en boîte de nuit. Dans ta carrière. Un frein à être accepté dans certains milieux. Un frein à être motivé parce que tu vois pas de gens de ta couleur de peau à des postes intéressants ou importants. Un frein à main, quoi. Aujourd'hui, c'est encore un frein ? C'est encore un frein parce que, regarde, je vais chanter ce soir devant 30 000 personnes, mais je suis en tête d'affiche. Je devrais jouer sur toutes les grandes radios, sur TF1, au Energy Awards, blablabla, bla, bla, bla. Ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est ta couleur de peau, tu penses, qui joue ? Ma couleur de peau, mon discours, et le fait que je dise que c'est à cause de ma couleur de peau. D'un côté, il dit oui, je suis venu marquer mon temps malgré mon teint. Quand le journaliste lui dit ah ouais, vous êtes sûr ? Il dit oui, regardez, je suis passé nulle part alors que je remplis l'aréna. Et le journaliste lui dit vous êtes sûr que c'est votre couleur de peau ? Alors, et derrière cette question, il y a l'existence de Aya Nakamura qui fait un carton international, y compris en France.
Donc la raison, c'est peut-être pas sa couleur de peau, c'est peut-être le contenu de ses propos, notamment crus, vulgaires, certains diront même misogynes, voire même homophobes. Donc c'est dire qu'à ce niveau-là, il rime avec incohérence. Quand il fait le reproche aux influenceurs, justement, d'abuser de la naïveté d'une certaine jeunesse. Comme si lui, en prenant la piraterie, il ne cultive pas l'autodestruction de la jeunesse. Puisque une société qui cultive l'anarchie, c'est plus une société, c'est une jungle. D'ailleurs, vous dites... Allons enfants de l'anarchie que allons enfants de la patrie. Ouais. Voilà, comme l'été dernier, j'étais en prison, j'en fais pas tout un fromage, j'assume. Je me suis battu dans un aéroport, je vais en prison, je ressors, la vie continue, je suis pas en train de pleurer. Si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Caris à Orly, je ferais la même chose, mais en mieux. Ça ressemblerait à quoi? Ce sera encore plus violent. Si tu veux être libre, faut t'exclure de toute civilisation et de règles établies par les humains. Faut retourner à l'état sauvage. Si t'es en société, la liberté, c'est la plata. C'est de l'autodestruction assurée. Donc autant vous dire que l'un comme l'autre, vous pouvez le constater, ce sont des marionnettes de l'incohérence. Puisqu'ils ne possèdent pas le logos. Ils n'ont existé dans toute leur vie que dans l'oralité. Quand on parle, on peut dire tout et son contraire sans même s'en apercevoir. Et c'est la raison pour laquelle, aux yeux de l'élite, aux yeux de celles et ceux qui ont cultivé le logos par des dissertations, par des mémoires, par des livres, ce ne sont que des vers de terre de la rationalité. Et ce qu'il y a de pire, c'est que cette attitude-là, ça donne lieu entre nous à de la destruction, à l'autodestruction, puisqu'on est guidé uniquement par l'hypervirilité, par la violence, par l'ego, par la non-acceptation du débat contradictoire. C'est comme ça que, entre hommes afro, qui avons grandi dans le ghetto, c'est très difficile d'accorder nos violons. À la moindre, on va dire, grain de sable, à la moindre irritation, hop, on s'insulte et ça bascule dans autre chose. Donc fondamentalement, le naufrage poétique, le naufrage de Booba et de Rof, c'est le naufrage de toute une génération d'hommes afro aujourd'hui qui sont même méprisés par les femmes afro. Dieu merci, il n'est pas trop tard, comme je ne cesse de le répéter. On peut toujours repartir de zéro en prenant conscience de la réalité. Et cette réalité, c'est il est impératif d'aller à la conquête du logos. Il est impératif de se libérer de cette culture émotionnelle du pathos que l'on appelle faussement la culture du respect, la culture de l'honneur. Non, ça c'est des excuses. L'honneur, le respect s'obtient par le cerveau, pas par les muscles. Noblesse oblige.